Oui, donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu donc, de ce que c'est que Imatera, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors Imatera, c'est une société coopérative d'intérêt collectif et j'aurai l'occasion peut-être de vous dire un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de société coopérative d'intérêt collectif, qui vise à fédérer autour d'elle des dirigeantes d'entreprises, que ces entreprises soient marchandes, non marchandes, publiques ou privées, et qui partagent une envie, c'est de faire évoluer leur modèle organisationnel, leur modèle économique pour intégrer les enjeux de la durabilité au cœur du modèle et concilier une réussite économique avec des ambitions environnementales et des ambitions sociales beaucoup plus importantes. Société coopérative d'intérêt collectif, c'est une structure qui offre une possibilité de gouvernance assez originale, puisque coopérative signifie d'abord que les salariés, les collaborateurs, collaboratrices de la structure sont dans le sociétariat, dans l'actionnariat de la structure, mais également les clients. Nos clients sont dans notre gouvernance, nos partenaires sont dans notre gouvernance, et donc on a une gouvernance qui nous amène à être en co-création permanente avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et ça crée vraiment des choses extrêmement intéressantes, extrêmement riches. En fait, on est notre premier laboratoire et on essaye de s'appliquer à nous-mêmes l'ensemble des principes que nous défendons, à la fois sur le plan organisationnel, sur le plan du modèle économique et sur le plan de nos modes d'organisation du travail. Mais vous aimez également quand même créer des groupes sur les territoires. Alors absolument. Donc notre modalité de fonctionnement privilégiée, on a beaucoup de modalités d'intervention, mais celle que nous privilégions, c'est la constitution de groupes d'entreprises, de dispositifs collectifs d'entreprises qui vont se fédérer et décider ensemble de réfléchir collectivement à leur propre modèle. Donc chacun vient avec l'ambition de transformer sa propre structure, mais ça se fait dans un cadre collectif. Pourquoi ? Bien simplement parce que par effet miroir, on a souvent tendance à être plus clairvoyant et à mieux discerner ce qui se passe chez le voisin que chez soi-même. Et donc ces effets miroirs créent des éléments qui sont vertueux, qui sont efficients et qui amènent, et ça j'ai envie de dire c'est un effet qui se coule supplémentaire, qui amène souvent aussi à développer des formes de coopération qui étaient absolument non prévisibles au départ entre les participants de ces différents dispositifs ou entre des entreprises qui ont participé à des dispositifs différents mais qui à un moment donné rejoignent la famille Imatera. Eh bien, écoutez, je crois que maintenant on est tous prêts à vous écouter. Et comment créer de la valeur dans un monde aux ressources limitées ? Eh bien, on vous écoute et on espère. Merci à vous. Merci. Alors, vaste thème que celui de la création de valeur dans un monde aux ressources limitées. Vous aurez compris que le point de focal ici, c'est de dire comment relier, réunir, créer de la convergence entre une ambition significativement améliorée sur un plan environnemental, tout en maintenant les impératifs économiques et financiers et en garantissant la pérennité et les conditions de développement financier de l'entreprise. Mais ça ne s'arrête pas là. On va chercher à développer non pas exclusivement des alliances entre l'économique et l'environnemental, mais également avec le social sur tout ce qui relève des enjeux de bien-être. Alors, il y a plein de choses à dire. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Donc, j'ai été sélectif et je vais essayer, voilà. Je vais essayer d'être succinct et d'être le plus concret possible. Alors, je vous donnais dans mon petit quiz une question qui était relative à un pneu et je vous propose de commencer par ça, par l'histoire d'un pneu. Et l'histoire d'un pneu qui est vendu par un fabricant à l'unité. Notre fabricant de pneus a donc, pour garantir le développement et la pérennité de son entreprise, à vendre un pneu, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 million, 2 millions, 10 millions, bref, toujours plus de pneus. Ce qui, à un moment donné, l'amène à rencontrer des difficultés dans les marchés saturés. Tant que le marché est en croissance, tout va bien, parce qu'il y a un appel d'air pour le besoin de volume. Et puis, à un moment donné, le marché se contracte, parce que tout le monde est équipé. Et quand tout le monde est équipé, une première option, c'est l'internationalisation. Ce qui est possible quand on est gros, ce qui est possible quand on est plus petit, mais pas toujours simple. Et quand on regarde à l'échelle de la France, on a un pourcentage relativement faible d'entreprises exportatrices. Et donc, se pose à un moment donné la question de se dire, mais
comment continuer à vendre toujours plus de volume dans un marché qui est plein. Et c'est là qu'on commence à rentrer alors dans des effets pernicieux, qui commencent à dire le seul moyen alors est de travailler le marché de remplacement, et donc de trouver les justes équilibres au regard de ma concurrence, pour développer des produits qui restent attractifs sur la plan de la demande, mais qui ne soient pas trop compétitifs pour ne pas différer trop longtemps le réachat. Et donc voilà, ça met l'entreprise dans des tensions et dans des éléments relativement délicats à gérer, avec des questionnements du type de ceux qui nous ont été présentés par ERAM. Mais on a l'envie et peut-être aussi le savoir-faire pour prolonger la durée de vie de nos produits, mais on n'a pas forcément le modèle économique qui va avec. Et si on reste à vendre des volumes de pneus, si on reste à vendre des paires de chaussures, à un moment donné, la réalité économique nous rattrape et on n'a pas intérêt à pousser ces logiques. Alors cette entreprise dont je vous parle, eh bien, elle a fait une première pirouette. Et cette première pirouette, elle a consisté à modifier le mode de contractualisation. C'est-à-dire qu'elle a dit, en fait, moi je ne vais plus vous vendre de pneus, je vais vous mettre des pneus à votre disposition, et c'est une entreprise qui s'adressait prioritairement à des transporteurs routiers, donc à un marché professionnel. Je ne vais plus vous les vendre à l'unité, mais je vais vous les vendre au kilomètre parcouru. Et donc, transformation du mode de contractualisation, évolution du modèle économique et du modèle de revenu de l'entreprise. Alors vous allez me dire, ok, sympathique, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Parce que quand vous vendez des pneus non plus à l'unité, mais au kilomètre, vous avez un intérêt économique à ce qu'ils durent le plus longtemps possible. Et donc vous avez un intérêt économique à déployer tout votre savoir-faire pour allonger de la manière la plus importante qui soit la durée de vie du pneu. Car tant qu'il roulera, tant qu'il fera du kilomètre, il produira du revenu. Et donc vous avez déjà complètement renversé la logique. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un intérêt à reconcevoir le pneu. Et puis un deuxième effet qui se coule, c'est que le pneu, vous en restez propriétaire. Et en restant propriétaire du pneu, vous maîtrisez complètement sa logistique, vous maîtrisez complètement les flux à destination de votre marché. Et donc vous pouvez, à tout moment, rappeler les pneus, soit pour les rechapper, pour les recreuser, pour améliorer leur durée de vie. Et quand vraiment vous avez été au bout de la gomme, il vous reste toujours la possibilité de récupérer le pneu, de récupérer la carcasse pour reconcevoir un pneu à neuf au départ d'une carcasse existante et dès lors ne pas avoir à mobiliser de matières premières nouvelles. Et donc voilà, par le simple, alors simple c'est vite dit, hein, c'est quand même un sacré chamboulement, par une modification du mode de contractualisation en passant d'un modèle de vente à l'unité de pneus à un modèle de facturation au kilomètre, voilà toute une série de réconciliations possibles entre une dynamique environnementale et une dynamique économique qui sont rendues possibles. Alors si on analyse ça de manière un peu plus fine, cette bascule de contractualisation, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle incite même, c'est pas seulement qu'elle permet, c'est qu'elle incite à éco-concevoir ces pneus. L'éco-conception, c'est quoi ? C'est probablement quelque chose dont vous avez d'ores et déjà entendu parler. C'est l'intégration de la question environnementale à l'origine même d'un produit, à l'origine même d'un service, à l'origine même d'un process, c'est-à-dire à sa conception. Et de se dire, mais à la conception même de l'objet que je vais mettre en marché, est-ce que je peux le concevoir d'une manière telle que, 1, il va durer plus longtemps, que 2, il va être plus facile à réparer, que 3, il va mobiliser, tant que faire se peut, des ressources renouvelables comparativement à des ressources renouvelables, bref, qu'il va intégrer dès sa conception des qualités environnementales particulières. Dès la conception, on va également penser et anticiper la fin de vie du produit. Car selon les choix de conception, il sera plus ou moins compliqué de gérer le produit quand il aura véritablement terminé l'ensemble de ses cycles économiques et qu'il deviendra un déchet. Tiens, est-ce que finalement ce déchet, je peux quand même en récupérer des petits bouts pour en faire quelque chose ? Ou est-ce qu'à l'inverse, tout est à foutre à la benne, tout est à foutre à l'enfouissement et il n'y a plus rien à en revaloriser ? Et donc ce type de réflexion, elle est intéressante sur un plan environnemental, mais tant que vous avez des modèles économiques qui ne rendent pas l'éco-conception vertueuse sur le plan business, c'est rarement simple à enclencher. Alors ça, je ne vais pas en parler maintenant. Un deuxième élément que j'évoquais avec l'exemple de mes pneus,
C'est de dire, mais si j'arrive à maintenir la propriété de mon pneu, je peux maintenir l'ensemble, j'ai la main sur mes flux. J'ai la main sur mes flux, et donc je peux, si la reconception initiale de mon pneu a été faite d'une manière telle qu'elle permet, lorsque véritablement la gomme a été au bout du bout, d'en récupérer la carcasse pour réenduire avec un nouveau, avec une gomme nouvelle pour relancer un nouveau cycle économique sur le pneu, eh bien je pratique ce que nous appelons dans le jargon l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire est un terme qui vient en opposition à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est quoi? C'est malheureusement la très grande majorité des flux économiques qui sont produits par tout type d'entreprise. Pour produire un pneu, pour produire des chaussures, pour produire un moteur de voiture, pour produire tout ce que nous utilisons au quotidien, il faut des ressources. Ces ressources, on va les chercher où? On va les chercher à un moment donné là où elles sont disponibles, à travers des mécanismes d'extraction. On va mobiliser des ressources primaires. Ces ressources vont être transformées à travers d'abord du transport, de la production, de la transformation, de la retransformation éventuellement, pour finalement s'embarquer dans un produit que nous, consommateurs, B2B, B2C, allons utiliser. Et lorsque ce produit atteint sa fin de vie technologique ou psychologique, okay, eh bien, très souvent, le produit, il part à la benne, il part à la poubelle, il part à la décharge, il se transforme en déchet. C'est une forme de tragédie, parce que nous savons toutes et tous que nos ressources sont limitées, que nous vivons sur un stock de ressources fini, et nous avons une utilisation absolument irrationnelle de ressources extrêmement précieuses que nous embarquons dans nos produits pour, in fine, les mettre en décharge. Ça, c'est ce que nous appelons des flux économiques linéaires. Eh bien, l'économie circulaire, elle cherche à changer de paradigme et à considérer que le déchet n'en est plus un, mais qu'il est une ressource à revaloriser dans de nouvelles productions ou dans de nouveaux cycles économiques. C'est l'exemple que nous a donné Faral, avec un moteur qui, lorsqu'il atteint sa première fin de vie, peut être reconditionné, refabriqué, remis, sinon à neuf, en tout cas restaurer ses fonctions d'usage. Et tout ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on considère qu'un moteur usagé est un moteur bon pour la poubelle, ou soit on considère qu'un moteur usagé n'est jamais qu'un moteur à reconditionner pour lui donner un deuxième cycle de vie, peut-être un troisième, un quatrième, un cinquième. Et ça, on l'a vu, ça nous a été présenté. Ça permet d'économiser de la matière vierge, ça permet d'économiser de l'énergie, 80% je crois dans le cas des moteurs. Et donc on considère que le déchet, un vieux moteur, n'en est plus un, mais qu'il constitue au contraire une ressource à revaloriser. Et ce qui est vrai pour les déchets vaut pour l'ensemble des ressources non productives. Je vous donnais tout à l'heure de manière un peu anecdotique l'exemple de la gare de Stockholm qui a pris conscience des calories humaines dégagées par ces passagers qui jusqu'alors étaient ventilés. Okay, et donc on a aujourd'hui des systèmes de chauffage qui consomment de l'énergie, qui consomment de la matière première pour produire de la calorie, là où on avait de la calorie naturellement produite qui n'offrait aucune valeur d'usage. Eh bien, transformation d'une ressource non productive en ressource productive, ça aussi c'est la logique de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, elle est extrêmement vertueuse. La grande difficulté de l'économie circulaire, c'est la compatibilité du modèle économique avec la possibilité de mettre en place la circularité des flux. Lorsque vous nous avez présenté l'exemple de la nouvelle offre de chaussures, vous avez dit, tant qu'on vend la paire de chaussures, très 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 difficile pour nous d'en allonger la durée de vie. Dès le moment où on la met, on change le mode de contractualisation, un abonnement forfaitaire, eh bien cet abonnement nous permet de maintenir la propriété du produit et de garder la main sur le produit et donc sur l'ensemble des cycles d'usage et de reconditionnement. Alors, voilà, est-ce que les modèles économiques sont pertinents, adaptés pour réaliser ces avancées sur le plan environnemental? Alors d'abord, c'est intéressant de se poser la question de ce qu'est un modèle économique, parce que c'est le buzzword actuellement, il faut innover en termes de modèle économique, etc. Mais on ne met pas toujours la même réalité derrière le terme modèle économique. Alors un modèle économique, c'est quoi? Un modèle économique, c'est la manière dont une entreprise crée de la valeur, la produit, la distribue, veille à sa bonne appropriation et la monétise. Alors là, à mon avis, je vous ai perdu.
Première question posée par un modèle économique, qu'est-ce que j'offre à qui, pourquoi? C'est quoi que j'offre? Quel est mon produit? Est-ce que j'offre un produit? Est-ce que j'offre un service? Est-ce que j'offre une expérience? Est-ce que j'offre une destination? Est-ce que j'offre une solution? Et je l'offre en réponse à quoi? À quel type de besoin? Porté par qui? Quels sont les individus à qui je m'adresse? Quel est mon système client? Quels sont leurs besoins implicites, explicites? Ceux qui nous disent et ceux qui sont incapables de nous dire parce que c'est même pas conscient. Qu'est-ce qui se joue là? Eh bien, revoir son modèle économique, c'est d'abord revoir la pertinence de son offre au regard des besoins de ses clients. Une fois qu'on sait ce qu'on a à offrir, eh bien, il faut organiser la production de ce produit, de ce service, de cette solution. Okay? Bref, il faut configurer des activités de travail et mobiliser pour ce faire des ressources matérielles, des ressources immatérielles, des connaissances, des compétences, un savoir-faire, une expérience, une envie, une motivation, une coopération entre acteurs. Des ressources humaines, des richesses humaines, hein, c'est plus joli comme acronyme, RH, et puis évidemment des ressources monétaires. Donc il faut configurer tout ça d'une manière à ce que la production puisse s'organiser avec efficience. Il faut ensuite rendre le produit, le service, la solution physiquement disponible à ses clients. C'est-à-dire qu'il va falloir configurer la distribution. Et s'il faut rendre le produit physiquement disponible à ses clients, il est très important aussi de veiller à la bonne appropriation de l'offre par ses clients. La bonne appropriation, c'est quoi? C'est d'abord, est-ce que je comprends clairement les bénéfices de l'offre au regard de ce qui existe? Est-ce que je me représente correctement les bénéfices? Et 2, est-ce que je suis à même de comprendre correctement comment utiliser l'offre qui est mise à ma disposition pour en tirer les pleins bénéfices? Et ça, croyez-moi, c'est très, très, très rarement le cas. Les offres sont très rarement correctement appropriées dans leur pleine dimension pour produire ce que nous appelons la valeur d'usage, c'est-à-dire la valeur que nous allons retirer de nos offres lorsque nous les utilisons. Une fois qu'on a fait tout ça, je sais ce que je vends, je sais comment je le produis, je sais comment je le rends disponible et je m'assure de correctement expliquer les choses pour que mon produit soit bien appréhendé et bien utilisé. Eh bien, je dois métamorphoser toute cette affaire en cas euro, en cash. Je dois définir mon modèle contractuel, je dois définir ce qui va transformer ce réel, un produit, du travail, des ressources, en monnaie. C'est la monétisation de la valeur et sa répartition entre les différentes parties prenantes à rémunérer. Voilà, donc un modèle économique, c'est tout ça. On a souvent tendance à dire le modèle économique, c'est la contractualisation. Donc c'est le truc en bas, la dimension monétaire. Non, un modèle économique, ça renvoie à des questions d'offres, ça renvoie à des enjeux réels et monétaires. Alors, vous avez vu, j'ai fait 2 carrés, dimension réelle et dimension monétaire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est bien important de dissocier les deux. On peut être très bon dans le réel et très mauvais dans le monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on a des super produits, mais on est les seuls à le savoir. On a une production super efficiente, mais on n'arrive pas, dans notre contractualisation, pour 1000 raisons, on n'arrive pas à valoriser ça correctement sur un plan monétaire. On a des savoir-faire extraordinaires en interne, et on n'arrive pas à leur donner un pendant monétaire. Donc parfois, on est très bon en haut, très mauvais en bas. Parfois, c'est exactement l'inverse. On est très mauvais en haut et très bon en bas. C'est ce qu'on appelle des pompes de valeur, par exemple. Les pompes de valeur, c'est des gens qui, compte tenu de la position qu'ils occupent dans une chaîne de valeur, des gros donneurs d'ordre, ceux qui verrouillent l'accès au marché final, voilà, peuvent se permettre de pas forcément être très très bons dans le mode réel, mais compte tenu de la position qui est la leur, ils dictent la loi du prix. Et donc, ils pompent, ils siphonnent. Okay. L'idéal, évidemment, c'est d'être bon des deux côtés. Mais en fonction de là où on n'est pas bon, de là où sont localisés les problèmes, la thérapie à mettre en place n'est pas la même. Donc c'est déjà important de bien localiser les choses. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du modèle économique? Parce qu'on vient de voir l'éco-conception, on vient de voir l'économie circulaire. On a déjà esquissé le fait que quand on vend des produits en volume, ce n'est pas forcément simple, ni vertueux, ni avantageux, ni incitatif de mettre en place de l'éco-conception, de mettre en place de la circularité. Tout simplement, si vous vendez votre produit, il vous échappe. Donc, comment vous pouvez baser une production sur un flux circulaire d'une matière qui vous échappe?
Et je veux dire, tout directeur de production, tout responsable de production va vous dire, mais c'est impossible, moi j'ai besoin de maîtriser mes flux. Si j'ouvre mes flux et que je ne maîtrise pas mes flux, comment veux-tu que j'organise une production de manière efficiente? Donc on voit bien déjà que la question du modèle économique est réinterrogée dès le moment où on veut mettre en place de l'éco-conception, de l'économie circulaire. Mais est-ce que finalement l'éco-conception, l'économie circulaire nous permettent de résoudre tous les cas de figure? Alors l'éco-conception et l'économie circulaire marchent très très bien dès qu'il s'agit de produits. Pour des services, quand bien même les services peuvent être éco-conçus, et un très grand nombre de services font l'objet de l'éco-conception, intuitivement, c'est moins simple déjà de se projeter dans le circulaire, même si là aussi, il y a plein de choses à faire. Des biens de consommation courante, des biens périssables. On ne va pas louer des salades, ça n'a pas de sens. Okay, des heures d'avocat, comment je projette ça dans ce que je vous raconte là? Une société d'intérim, comment je projette ça dans l'économie circulaire? Comment je projette ça dans l'éco-conception? Alors c'est là qu'il existe un autre modèle qui permet d'élargir les champs d'application. Cet autre modèle, c'est quoi? C'est l'économie de la fonctionnalité qui, chez Imatera, on lui rajoute le « et de la coopération ». Parce que vous allez voir que de notre point de vue, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est quoi? L'économie de la fonctionnalité de la coopération, elle part d'une réinterrogation absolument profonde et fondamentale qu'on a tendance à perdre de vue au fur et à mesure des années qui passent. C'est mais finalement, quelle est la raison d'être profonde de mon business du point de vue de mes bénéficiaires? Quelle est la finalité? La raison fondamentale pour laquelle nous existons, non pas de notre point de vue, mais du point de vue de nos bénéficiaires. Reprenons l'exemple de la voiture. Je vous disais tout à l'heure, en petit préambule, là, 93% du temps d'une voiture, c'est du parking. Okay, et interrogeons la raison d'être d'un constructeur auto, par exemple. Alors, je vais le faire simple, parce que ce n'est pas une question simple. Okay, c'est même une question très délicate. Mais imaginons que la raison d'être d'un constructeur auto est de permettre de favoriser la mobilité des personnes et des biens en confort et en sécurité. La question qui vient juste derrière, c'est celle de la capacité du modèle économique à mettre cette raison d'être en œuvre de manière cohérente. Alors maintenant, on va dans le modèle économique. On se dit, mais finalement, le modèle économique d'un constructeur auto, c'est quoi? C'est de vendre des voitures à l'unité. S'il veut se développer, il doit vendre toujours plus de bagnoles. Or, à un moment donné, il se passe quoi quand on met toujours plus de voitures sur la route? Il se passe des embouteillages. Il se passe de l'immobilité. Et donc ça, c'est intéressant. Parce qu'on a un modèle économique qui, quand on le pousse un peu dans sa logique, produit l'exact inverse de la raison d'être profonde de l'entreprise, de sa finalité. Et donc l'économie de la fonctionnalité de la coopération, elle va, se dire, mais finalement, notre raison d'être, c'est quoi? Est-ce que notre raison d'être, c'est de produire des pièces de fonderie? Ou c'est autre chose? Est-ce que notre raison d'être, c'est de produire des chaussures? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de produire des lieux? Est-ce que c'est d'aménager des lieux? Ou est-ce que c'est autre chose? Okay, et on va se poser la question de savoir si notre modèle économique permet la rencontre, la mise en œuvre de cette raison d'être de manière cohérente. Et on va y ajouter une contrainte supplémentaire, une contrainte qui n'en est pas une, parce que c'est un formidable accélérateur d'innovation, c'est la qualité avec laquelle cette raison d'être va être mise en œuvre par le modèle économique. Et cette qualité particulière, on l'appelle chez Imatera l'efficience économique. Alors l'efficience économique, c'est quoi? L'efficience économique, c'est d'abord la capacité à mettre en œuvre une raison d'être à travers un modèle économique. En cherchant à promouvoir de l'efficience environnementale. Et promouvoir de l'efficience environnementale, c'est quoi? C'est de se dire, mais tiens, dans la mise en œuvre de notre raison d'être, est-ce que nous sommes en capacité de préserver, voire mieux, de régénérer les ressources naturelles que nous mobilisons dans notre modèle, dans notre entreprise? Quelle est l'efficience avec laquelle nous mobilisons de la ressource naturelle? On va interroger l'efficience sociale. L'efficience sociale, c'est la capacité, dans la mise en œuvre de notre raison d'être, à générer du bien-être individuel et collectif dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, avec les parties prenantes internes, les collaborateurs, les collaboratrices,
avec les parties prenantes externes, en ce compris les dynamiques du territoire. Quelle est la relation que je génère avec mon territoire, avec mes riverains, avec mes voisins, avec la collectivité territoriale, avec le tissu économique qui est autour de moi. On va essayer de développer de l'efficience monétaire. L'efficience monétaire, c'est quoi? C'est la juste rémunération. Et j'insiste sur le mot « juste ». La juste rémunération. Est-ce que je me rémunère à la hauteur et en cohérence avec la valeur ajoutée que je génère? De manière à assurer mon développement, de manière à assurer ma pérennité. Mais est-ce que je prends la juste rémunération? C'est-à-dire, est-ce que je ne prends pas trop? Est-ce que je ne suis pas trop gourmand? Est-ce que je prends assez? C'est-à-dire, est-ce que au moins la valeur monétaire que je capte rémunère correctement la valeur ajoutée que j'apporte réellement dans un écosystème économique? Est-ce que je ne prends pas trop? Parce que si je prends trop, ça c'est forcément au détriment d'un autre. Et pour développer de l'efficience environnementale, sociale et monétaire, je vais interroger l'efficience d'usage de mes ressources. C'est-à-dire la qualité et l'efficience avec laquelle les ressources matérielles et immatérielles de mon organisation vont être utilisées. Alors, améliorer l'efficience d'usage d'une ressource matérielle, on voit à peu près ce que ça peut vouloir dire. Une voiture produit 7% de valeur d'usage par rapport, imaginez les ressources pour construire une bagnole. C'est considérable. Hein, si on reprend ma chaîne extraction, production intermédiaire, transformation, reproduction, retransformation, logistique, etc. Imaginez les ressources qu'il y a dans une bagnole. Okay, 7% de taux d'utilisation en moyenne. Avec l'autopartage, par exemple, on monte à 50. On monte à 50 et on réduit d'un facteur 5 à 7 le nombre de voitures sur la route. Donc déjà, on se rapproche un peu plus de la raison d'être. On est un peu plus mobile quand on partage une voiture que quand on ne la partage pas. Et on améliore très significativement l'efficience d'usage de la voiture. C'est-à-dire qu'à quantité de ressources mobilisées, un modèle d'autopartage est beaucoup plus vertueux qu'un modèle où on est tous propriétaires de nos voitures. Alors après, est-ce qu'on est prêt, nous, à accepter ce type de mode de consommation? C'est un autre sujet. Alors si on descend un peu dans ces différents éléments, je vous le disais, il y a plusieurs étapes importantes. La première, c'est la réinterrogation de sa raison d'être. On a accompagné une entreprise dont le cœur de métier, c'est de la prévision météo. Son métier, c'est de prévoir le temps qu'il fera, et son modèle économique est fondé sur de la vente de données météo. Alors, ce dirigeant d'entreprise vient nous voir. Pourquoi? Parce qu'il est face à un problème majeur, c'est que le prix de son produit tend vers zéro. On a toutes et tous, sur nos smartphones, accès gratuitement à la météo. Et alors, pourquoi est-ce que j'irais payer pour avoir un truc qui est disponible gratuitement partout? Okay. Donc voilà une entreprise qui a un savoir-faire extraordinaire et qui a un problème majeur, c'est que son prix tend vers zéro. Alors on a interrogé la raison d'être de cette entreprise. On s'est dit, mais est-ce que ta raison d'être, c'est de donner de la donnée météo? Est-ce que c'est de vendre de la donnée météo? Est-ce que c'est ça véritablement le sujet? Et pour interroger la raison d'être d'une entreprise, on pose, alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Là je vous le fais en court et en simple. Mais en gros, on interroge le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais du point de vue de tes clients? Tu te mets dans les pompes de tes clients, dans les chaussures de tes clients, et pourquoi moi je prends de la donnée? Et en cheminant, on s'est rendu compte qu'en fait la raison d'être de cette entreprise n'était pas de vendre de la donnée, mais la raison d'être de cette entreprise, c'était d'aider ses clients à optimiser les ressources de leurs activités météo-sensibles. Vous allez me dire, bon. Alors prenons un exemple concret. Un des clients de cette entreprise, c'est un gestionnaire autoroutier. Et le gestionnaire autoroutier, vous savez qu'une de ses missions en cas d'épisode neigeux, c'est de sortir les saleuses et de faire en sorte que le réseau routier reste praticable et sécurisé. La planification des tournées va être extrêmement météo-sensible. Si vous faites partir les saleuses trop tôt, vous consommez du sel, qui pour l'environnement n'est pas terrible, vous mobilisez de l'équipement, vous mobilisez du personnel dans des conditions de travail qui ne sont pas simples, souvent des travails de nuit, dans des conditions difficiles, météorologiquement difficiles. Et il suffit que vous poussiez sur le bouton 2 heures trop tôt
pour que lorsque l'épisode neigeux arrive, tout ça n'ait servi strictement à rien. Et vous devez recommencer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la donnée météo, finalement, n'est jamais qu'un moyen au service de l'optimisation de ressources pour mieux gérer des activités météo-sensibles. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que quand vous projetez cette raison d'être, vous dites, mais finalement, en termes d'appropriation de la valeur, si je vends juste de la donnée météo, est-ce que les gens sont capables d'optimiser véritablement leurs ressources au regard de la donnée que je leur donne? Eh bien non. Eh ben non. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que d'abord, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas la subtilité de l'analyse des données météo. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à intégrer les données météo dans leur propre processus, dans leur propre mode d'organisation. Et donc, si notre entreprise ne se contente plus de vendre de la donnée météo, mais qu'elle accompagne ses clients à bien utiliser cette donnée pour mieux gérer les ressources, tout de suite, les perspectives de valeur ne sont plus les mêmes. On n'a plus un service dont le prix tend vers zéro. Parce que si, à la fin de l'année, grâce à vous, j'économise des millions d'euros en sel évité, en tournées inefficientes qui ont été reprogrammées au bon moment, vous m'avez fait gagner des millions d'euros. On ne parle plus de prix zéro, là. On parle de beaucoup d'argent. Et derrière, on parle de toute une cascade d'effets en termes d'amélioration des enjeux environnementaux, d'amélioration des enjeux sociaux, parce que derrière, il y a des enjeux de sécurité. Okay, amélioration aussi de la qualité du travail des personnels. Je dirais, ils font ce travail pénible quand c'est nécessaire et pas quand c'est pas nécessaire. Donc on a plein d'effets vertueux qui se créent. Voilà, ça c'est une première grande interrogation. Deuxième interrogation, je vous le disais, placer l'efficience économique au cœur du processus d'innovation. Alors, l'efficience économique, je viens de vous la décrire. Je vais vous donner un exemple de modèle économique qu'on a fait pivoter, ou plus exactement qu'on a créé au départ de l'efficience économique et en particulier de l'efficience d'usage. On a eu l'occasion de travailler avec le premier opérateur de l'amélioration de l'habitat pour les plus précaires. Donc en gros, face aux populations les plus défavorisées, qui sont souvent mal logées dans des habitats précaires, comment faire en sorte d'améliorer la qualité de leur habitat, comment apporter des solutions d'habitat satisfaisantes à des personnes dans une grande situation de précarité. Une problématique auquel était confrontée notre entreprise était d'apporter des besoins de logement éphémères à toute une série de catégories de population. Exemple, des gens du voyage. Exemple, des étudiants. Exemple, des travailleurs saisonniers. On est dans une région vitivinicole. Okay. Et très souvent, en fait, il n'y a pas de réponse satisfaisante pour ces gens. Les logements d'urgence ne sont pas disponibles. L'hôtel, c'est trop cher. Et donc, très souvent, ce sont des modules en préfab ou maintenant, un nouveau concept, c'est le container. Ce sont des containers qui sont posés là où les collectivités veulent bien qu'on les pose, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que personne n'en veut de ce genre de logement. Okay. Très mal raccordé au réseau d'assainissement, très mal raccordé au circuit énergétique. Bref, c'est pas terrible. Eh bien, on a essayé de reconsidérer la problématique de besoin de logement auprès de ces populations en partant d'un constat. Et au départ, je donnais une formation à cette organisation et je prenais un exemple. Je disais, à votre avis, quel est le taux d'utilisation d'une école? Sur 100% de temps de l'année, 365 jours par an, 24 heures sur 24, quel est le taux, le pourcentage d'utilisation d'une école, d'après vous? 35, plus ou moins? 40, 18. 18%. Okay. Alors si on voit en internat, on passe à 67. C'est mieux. 67, ça veut dire qu'il y a 33% où c'est vide. Okay. Or, un internat, c'est quoi? C'est du logement, c'est des cuisines, c'est des sanitaires, bref, c'est tout ce qu'il faut. Et donc, partant de ça, ils se sont dit, mais on va faire une cartographie de l'ensemble des hébergements vacants à l'échelle de notre territoire. Et on va regarder s'il n'y a pas moyen de tuiler les disponibilités pour identifier, pour répondre à ces besoins de situations de précarité. C'est ce qu'ils ont fait et ils ont identifié toute une chaîne de disponibilité de logement qui permet de couvrir en tout cas toutes les périodes charnières à forte pression de logement pour ce type de public. Et ils ont notamment créé des partenariats avec des lycées d'internat. Et maintenant, à chaque fois que ces lycées sont libres, ils sont mis à la disposition de notre opérateur qui organise l'intégralité du système
de mise à disposition des logements pour les personnes en situation de fragilité, qui garantit que les logements seront restitués à l'identique. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que la mobilisation de ce parc existant, elle est infiniment moins coûteuse que la mise en place de modules qu'il faut payer, faire atterrir quelque part, etc. Donc il y a un coût environnemental évité, il y a un coût économique évité, et puis il y a une valeur monétaire qui est créée et qui, notamment, irrigue les lycées, qui voient un complément de revenus être apporté par ce type d'initiative. Et donc on est sur du gagnant, 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 gagnant. C'est du gagnant pour tout le monde. Okay. Et cette innovation, elle vient de quoi? Elle vient de l'efficience économique et juste d'une des dimensions. L'efficience d'usage de l'infrastructure logement à l'échelle d'un territoire. Alors quand on commence maintenant à mettre les différentes dimensions en synergie, voilà, ça nous explose à la figure tant il y a des choses à faire. Très souvent, il ne faut plus vendre un produit. Alors ça c'est, alors je vous le disais, hein, là on touche à du dur en termes de modèle économique. Si je vends une chaussure, c'est difficile de l'éco-concevoir. Donc, il ne faut plus que je vende une chaussure. Alors oui, je peux la louer, okay, ou alors je peux faire bouger le périmètre de mon offre. Vendre de la donnée météo ou vendre une solution intégrée d'accompagnement de mes clients à l'optimisation de la gestion de leurs ressources pour leur activité météo-sensible, ce n'est pas tout à fait le même métier, ce n'est pas tout à fait le même périmètre. Alors là aussi, je vais prendre un exemple volontairement ultra simplifié. Okay. Donc ne vous arrêtez pas à l'exemple, c'est pour que vous en compreniez la logique. Imaginez que je suis un fabricant de pesticides. Je vends des produits phyto. Pesticides, herbicides, fongicides et tout le tralala. Difficile de produire de l'efficience économique dans un modèle de vente de produits phyto. Parce que, j'ai intérêt à en mettre le plus possible, puisque je suis rémunéré au volume. Mais quand même, c'est pas terrible pour la planète, c'est pas terrible pour les sols, c'est dégueulasse pour les personnes qui appliquent ce genre de produits. Donc, produire de l'efficience économique dans un modèle de vente de produits phyto, c'est pas simple. Imaginez maintenant que je ne vous vende plus de phyto, mais je vends ce qui intéresse réellement l'agriculteur, à savoir la protection de ses cultures. Raison d'être, protéger mes cultures. Et que je décide de vendre une solution intégrée de protection de culture facturée à l'hectare. Alors ce qui est pas mal avec ça, c'est que chaque goutte de pesticide que vous mettez dans le champ devient un coût que vous avez économiquement intérêt à minimiser. Donc déjà, vous avez fait pivoter le modèle. Vous avez fait pivoter le modèle et ce qui était le moteur de votre revenu devient un coût que vous avez économiquement intérêt à minimiser. Alors ça, c'est un premier élément. Et donc, vous allez chercher toutes les solutions possibles et imaginables pour réduire la quantité d'intrants. Et la première des premières choses que vous allez devoir faire, c'est essayer de très très bien comprendre l'endroit où vous allez bosser. Il va falloir vous interroger sur les parcelles à protéger, sur les cultures mises en parcelles. Il va falloir interroger la météo. C'est quoi ici? Il va falloir regarder ce qu'il y a autour. Il va falloir regarder un petit peu la faune et la flore pour voir les maladies susceptibles de ravager vos cultures. Il va falloir interroger les pratiques de l'agriculteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans une intimité, dans une connaissance, dans une synergie, une coopération beaucoup plus étroite avec l'agriculteur. Alors vous allez peut-être avoir intérêt à réintroduire des insectes prédateurs de parasites, par exemple. Vous avez intérêt à réintroduire des services écosystémiques. Parce que imaginez que vous réintroduisez, alors ça marchera bien sur serre, mais imaginez que vous réintroduisez le bourdon qui va aller manger le puceron qui ravage vos champs. Le bourdon, il ne vous envoie pas de facture à la fin du mois. C'est un service écosystémique. Mais vous arrivez à lui donner une valeur monétaire. Donc on voit qu'on renverse toutes les logiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui se met au cœur de la dynamique de votre modèle économique, ce qui va permettre d'en améliorer l'efficience économique tant sur un plan environnemental que social, que monétaire et que d'usage, ce sont les ressources immatérielles. Les ressources immatérielles, c'est quoi? C'est les connaissances, les compétences, la capacité à coopérer, véritablement. Hein. Coopérer, pas collaborer, coopérer. La capacité à s'associer à des compétences complémentaires pour mener à bien le projet. Et au plus vous allez développer de connaissances fines, au plus vous allez développer de compétences fines pour protéger, au plus vous allez protéger avec efficience,
Et comme vous êtes rémunéré non plus au produit, mais à la protection, au plus vous augmentez vos marges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où, dans la très grande majorité des modèles économiques, on est souvent infoutu de valoriser monétairement correctement nos ressources immatérielles, eh bien là, l'immatériel, il est au cœur du réacteur de la contractualisation. Et à chaque fois que vous améliorez l'immatériel, vous améliorez la situation de votre entreprise et son efficience économique. Donc c'est quand même très vertueux. Alors sur l'immatériel précisément, pour que je sois bien concret, et vous voyez un peu comment on met l'immatériel au cœur de la valeur. On a travaillé avec une entreprise absolument formidable qui est située en Belgique, qui s'appelle Biodiversity. C'est une entreprise qui est active dans le monde de l'abeille, ou plus exactement dans le monde des pollinisateurs. Cette entreprise, elle a été créée par deux personnes, un serial entrepreneur, Michael, et un scientifique, Kim, qui se sont rencontrés lors d'un executive MBA et qui tous les deux avaient envie de créer un projet entrepreneurial autour des pollinisateurs et visant à améliorer la qualité environnementale des sites de pollinisation, ou plus exactement à lutter contre la mortalité des pollinisateurs. Et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand vous montez un business autour de l'abeille, spontanément, vous vous dites, bon, on va vendre du miel. Sauf qu'un modèle de vente de miel, ce n'est pas très rentable. 400 € par ruche par an en moyenne. Vous imaginez combien de ruches il faut passer pour que ça devienne intéressant. Et puis surtout, si vous vendez du miel, vous tombez très vite dans la logique productiviste qui vise à faire en sorte que vos ruches crachent le plus de miel possible. Et pour ça, malheureusement, il faut stresser l'abeille. Ce qui était complètement contraire à leur envie de créer un environnement favorable aux pollinisateurs et à son développement. Alors cette entreprise, elle s'est posé des questions absolument intéressantes. Elle s'est dit, mais finalement, une abeille, ça sert à quoi? C'est quoi la fonction de l'abeille? La fonction de l'abeille, c'est polliniser. Ah, polliniser. C'est quoi polliniser? On pose des questions très bêtes. Hein. C'est quoi polliniser? La polliniser, c'est aller remuer son popotin dans une fleur, prendre du pollen, et puis aller dans une autre fleur, et c'est déposer le pollen de fleur à fleur. Okay? Mais donc, si vous transportez du pollen de fleur à fleur, vous en ramenez aussi un peu, enfin, elles en ramènent un peu dans la ruche. Oui. Donc la ruche n'est pas seulement un coffre à miel, c'est aussi un coffre à pollen. Oui. Est-ce qu'il y a une valeur informationnelle au pollen? En gros, est-ce que ça nous dit quelque chose? Alors là, on avait un scientifique dans la bande, heureusement. En plus, c'est un sacrément bon. Et il dit, ah bah ouais, à partir du pollen, moi je peux extraire 500 informations à forte valeur ajoutée sur la qualité environnementale d'un site. Je peux vous cartographier s'il y a des phytos et vous dire lesquels. Je peux vous dire s'il y a des métaux lourds et vous dire lesquels. Liste exhaustive. Je peux vous cartographier l'intégralité de la biodiversité présente sur site. Donc oui, il y a plein d'infos dans le pollen. Et du coup, la ruche n'est plus seulement un coffre à pollen, ça devient un coffre à trésor informationnel. Donc la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour accéder à ces informations? Ah ben oui. Les premiers qu'on a trouvés qui étaient prêts à payer pour ça, c'est des gens qui sont actifs dans l'eau minérale et qui ont des zones de captation de sources qu'ils doivent protéger sur un plan environnemental. Et tous les ans, tous les 2 ans, ils doivent faire des prélèvements pour vérifier l'absence d'introduction de polluants dans les zones de captation qui viendraient polluer les nappes. Et donc jusqu'alors, ils mobilisaient des armées de scientifiques qui venaient avec des petites pipettes et des trucs et des machins. Ça prenait un temps fou, ça coûtait beaucoup d'argent, c'était fastidieux et ça se faisait à cote humaine, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller tamponner toutes les fleurs, toutes les espèces présentes sur des zones de captation de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hectares. Aujourd'hui, ils posent des ruches, ils laissent faire, ils récupèrent les ruches, ils analysent le pollen et ils peuvent dire avec une précision diabolique s'il y a et où des intrants dans les zones de captation protégées. Il y a eu plein de services qui ont été greffés autour de ce qu'ils ont appelé le biomonitoring environnemental. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont participé, par exemple, le deuxième client, j'ai le temps encore? Le deuxième client, c'était des collectivités territoriales qui ont vu arriver l'obligation de zéro phyto dans la gestion des espaces verts avec effroi. Vous avez sans doute entendu parler de cette loi qui interdit aujourd'hui aux collectivités territoriales d'utiliser des produits phyto dans la gestion de leurs espaces verts. Et on se dit, mais comment on va faire? Eh bien là, l'entreprise permettait de cartographier, entre autres choses. Elle permettait d'évaluer où étaient les intrants et d'où ils venaient.
Elle permettait aussi de cartographier l'ensemble de la biodiversité florale présente pour réensemencer de manière intelligente des espèces qui venaient en complémentarité biologique avec les espèces d'ores et déjà présentes, de manière à réduire les besoins de traitement. Et donc là, on rentre dans une logique régénérative, c'est-à-dire qu'on commence à restaurer de la qualité environnementale pour le bénéfice des pollinisateurs, pour le bénéfice des citoyens, pour le bénéfice du territoire. Et dernier effet qui se coule, je vous disais, une ruche produit en moyenne 400 € par an dans un modèle de vente de miel. Dans un modèle informationnel, la ruche produit 4000, 10 fois plus. Ça, c'est de la valorisation de l'immatériel par la mise en place d'un modèle économique qui place l'immatériel au service de l'efficience économique via un mode de contractualisation pertinent. Et précisément, si on n'arrive pas à reboucler sur le contractuel, on passe à côté de la cymbale. Alors c'est le plus compliqué, hein, que les choses soient claires, c'est le plus compliqué. Mais quand on y arrive, les effets peuvent être vraiment intéressants. Et je voudrais terminer avec l'exemple à partir duquel je suis parti, avec mon pneu. Rappelez-vous, mon pneu, au départ, il est vendu à l'unité. Et quand un pneu est vendu à l'unité, je ne sais pas si j'ai un pointeur là. Oui. Quand j'ai un pneu qui est vendu à l'unité, ça va trop vite, eh bien vous avez, vous voyez hein, le trait, vous avez un chiffre d'affaires qui se construit, hein, prix fois volume fois prix unitaire. Alors, on a une belle évolution. Quand vous passez à un modèle de facturation non plus au pneu mais au kilomètre parcouru, on a vu que ça générait une prolongation de la durée de vie du pneu, soit dit en passant multiplié par 2,5 quand même la durée de vie du pneu. Vous voyez que le problème n'est pas technique, hein. Le problème, c'est un problème de modèle économique. 250% d'amélioration de la durée de vie du pneu quand il est facturé au kilomètre et non plus à l'unité. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que la marge unitaire du pneu, elle monte. Puisque le pneu produit du revenu pendant plus longtemps. Et donc, vous avez une inflexion de votre profil de rentabilité. Alors c'est bien, c'est mieux. En plus, c'est plus vertueux. C'est-à-dire que vous gagnez mieux, et c'est plus vertueux sur un plan environnemental et sur le plan de la sécurité. Et puis précisément, vous vous dites, mais est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je ne devrais pas investiguer tous ces enjeux de l'efficience économique? Je sais que je dois améliorer la durée de vie du pneu. Alors oui, je peux travailler sur le pneu, bien sûr, je vais le faire. Je vais éco-concevoir mon pneu, je vais mettre en place la circularité, mais quels sont les autres paramètres qui conditionnent la durée de vie de mon pneu? Son gonflage. Un pneu mal gonflé est un pneu qui va s'user plus vite. Donc je vais mettre en place des valves communicantes, ça coûte 3 francs 3 sous et vous avez une télédétection de la pression. Et à chaque fois que mon pneu sera sous-gonflé, j'aurai un signal qui me permettra d'aller le regonfler. Okay, c'est vertueux. La manière dont les gens conduisent. Si les gens ils roulent comme des fous, forcément mes pneus vont s'user plus vite que s'ils roulent de manière relaxe. Donc j'ai un intérêt économique à les former à l'éco-conduite. Parce qu'il a été démontré que l'éco-conduite fait en sorte de développer des comportements d'anticipation et que de ce fait, le matériel s'use moins vite. Et puis je me dis, mais attends, je prends en charge, d'abord j'améliore le pneu, j'optimise son gonflage, j'optimise les comportements de roulage. Est-ce que ça génère pas d'autres effets, cette affaire-là? Est-ce qu'il n'y a pas des effets qui se coulent? Dans notre jargon, on appelle ça des externalités, des effets externes induits. Ah ben un pneu sous-gonflé, c'est un pneu qui consomme 7% de plus. Donc si j'optimise le gonflage, je réduis la consommation. Un pneu mal gonflé, c'est des risques d'accident augmentés. De la même manière qu'un pneu en mauvais état, c'est des risques d'accident augmentés. Une formation à l'éco-conduite, c'est des gains de consommation de carburant supplémentaires. Mais c'est aussi de la sécurité accrue. Et donc on se dit, mais en fait, en faisant tout ça, non seulement je génère de la valeur par la mise à disposition de mon pneu, mais j'aide mon client à réduire sa consommation de carburant, j'aide mon client à améliorer la sécurité des biens et des personnes, et si j'arrive à le prouver, je peux peut-être mettre un assureur dans le partenariat, en coopération, et je peux peut-être faire un deal avec lui en disant, mais si jamais vous assurez les gens qui sont sous ma flotte, dont je peux vous démontrer la baisse de sinistralité, vous consentez à une réduction de primes, et on partage les gains. Et puis vous vous dites, mais en fait,
je vais intégrer dans mon offre, parce qu'en fait je le fais déjà, je vais intégrer les gains de sécurité, les gains de carburant. Et je vais avoir une promesse client pas trop agressive. Je vais leur dire, vous savez quoi? Tout ce que je vais vous permettre de gagner, on le partage, selon une quote-part à définir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous investissez une fois en éco-conduite pour augmenter la durée de vie de vos pneus. Donc vous rentabilisez sur la durée de vie du pneu. Si vous arrivez à porter les gains de carburant au contrat, vous rentabilisez une deuxième fois le même investissement sur les gains de consommation. Une troisième fois sur les gains assurance. Eh ben vous avez un profil de rentabilité comme ça. Vous avez un profil de rentabilité qui devient un profil potentiellement exponentiel. Alors avec, au départ, une période négative, parce que vous devez consentir à des investissements pour amorcer la pompe. Et une fois que vous avez passé cette vallée difficile, potentiellement, alors ça c'est le top, hein. On n'y arrive pas à tous les coups de manière aussi probante, hein. Ça c'est le super top du top. D'ailleurs, c'est le plus compliqué, l'innovation contractuelle. Mais quand on arrive à produire de l'innovation contractuelle, c'est-à-dire à inscrire au contrat les gains d'efficience que l'on développe, alors là, on a vraiment créé un modèle très disruptif et très original, et le plus souvent gagnant-gagnant. Ce qui, effectivement, ne suffit pas toujours à convaincre les clients, et donc ça présuppose après de la pédagogie, ça présuppose de la capacité à expliquer, parce qu'on n'est tellement pas habitué à avoir des modèles vertueux qu'on se dit, mais il y a un truc. Forcément, il y a des caractères écrits en petit quelque part. Il est où le bug, quoi? On a tellement été habitué, en fait, à se faire avoir que ça ne peut pas exister des modèles comme ça. Bah si, c'est possible. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, Imatera, je vous ai du coup expliqué ce que c'est, ce qu'on fait. Okay. On a un établissement pas loin, puisqu'on a un établissement à Rennes. Et donc, si vous voulez plus d'infos sur ce que je vous ai raconté, si vous voulez donner une suite à ça, parce que ce qui est intéressant, c'est d'entendre, mais c'est directement de mettre les mains dedans. Parce que si on ne met pas les mains dedans, c'était sympathique, puis on passe vite à autre chose, et puis en fait, c'est fini, ça ne vit pas. Donc si vous voulez, on peut construire quelque chose, je ne sais pas quoi, on peut construire quelque chose s'il y en a qui veulent aller plus loin. Et je suis venu avec deux collègues, avec Caroline et avec Sébastien, qui seront à votre disposition si vous avez des questions à nous poser. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci beaucoup Christophe. Et puis on est là avec vous ce soir puisqu'on a la chance d'avoir deux de vos associés. Donc vous êtes tous les trois ce soir ici pendant la... Absolument. Est-ce qu'il y a un temps de questions On va le faire très court parce que comme vous êtes là et que vous êtes trois, on va pouvoir après prolonger pendant le cocktail. Mais allons-y quand même une ou deux questions. La première est toujours la plus dure. C'est pour ça qu'on va passer à la seconde tout de suite. Quelle est la seconde question? Bon, sinon, je vous dis, on est dispo ce soir, mais en tout cas, si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas. Alors, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de dire son truc, c'est vachement séduisant. Malheureusement, ça ne s'appliquera pas à ma boîte. Oui, ça c'est clair. Mais 100% des dirigeants disent ça. 100%. En tout cas, on peut le remercier encore. Merci.